Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la suite de Grégor. Donc je me présente, je suis Ninon Renaud, je suis l'équivalent de Grégor pour Les Échos. Je suis correspondante donc, du journal en Allemagne, basée à Berlin. Et donc je vais animer ce nouveau panel qui va traiter des bouleversements actuels et des conséquences de ces bouleversements pour l'entreprise et pour le marché de l'emploi. Et j'accueille donc les trois panélistes qui sont ici. Je vais tout de suite vous présenter. Donc, j'ai donc à ma droite Mathilde Lecause, qui est DRH de Mazars. Ensuite, j'ai Vincent Huguet, qui est directeur général de Malte, qui est une plateforme de mise en relation des indépendants et des entreprises, une plateforme technologique. Et puis j'ai Alexandre Jude, qui est au milieu économiste chez Indeed. Indeed, c'est un peu le Google de l'emploi. Et donc j'en profite pour commencer avec vous, Monsieur Jude, sur cette question comme vous avez pas mal de données, peut-être que vous pouvez déjà nous expliquer, nous dire quel est le gros bouleversement qu'on a déjà pu identifier, que vous avez pu identifier par le biais de ce Google de l'emploi. Oui. Alors déjà, désolé pour la voix, j'espère que les micros fonctionnent. Donc on regarde véritablement ce qui a changé après la pandémie sur le marché du travail. C'est sans conteste le télétravail. Pour vous donner une idée, le volume d'offres qui était accessible en télétravail avant la crise, sur la France, il était à peu près à 2%. Maintenant, il a été multiplié par à peu près 3. Il oscille aux alentours de 7%. Alors, ça reste assez peu finalement par rapport à tous les métiers qui sont télétravaillables. On estime cette proportion à peu près 40% des métiers, de l'ensemble des métiers qui seraient télétravaillables. Mais ça reste une multiplication par plus de 3 et ça a bouleversé, si vous voulez, les organisations et les habitudes de travail. 7% en France, plus de 10% en Allemagne. Donc les Allemands sont peut-être un peu plus enclins à proposer le télétravail aux salariés dans les annonces que les Français. Ça vient probablement du fait qu'ils ont un marché du travail qui est encore plus pénurique. Ils ont 3% de chômage, nous on en a plus du double. Le marché du travail français est malheureusement encore très rigide, trop rigide. Donc voilà. On constate aussi peut-être un effet probable sur les salaires aussi, les salaires qui sont mis dans les offres, puisqu'il y a une corrélation un peu inverse entre le fait qu'une offre soit proposée en télétravail et le fait que le salaire ait augmenté sur l'année passée. Donc en règle générale, les postes qui vont voir leur salaire augmenter très très fortement sur l'année passée sont des postes qui, la plupart du temps, sont non télétravaillables. Et par exemple, pour vous donner un exemple, le développement informatique, on a des salaires qui stagnent. Alors on ne sait pas trop encore pourquoi c'est le cas. Est-ce qu'il y a une problématique d'outsourcing? Est-ce que potentiellement les développeurs informatiques qui seraient en télétravail à partir de la France seraient déjà en concurrence avec des développeurs informatiques qui seraient dans les pays de l'Est ou en Inde? On ne sait pas encore, il faudra encore sans doute un peu plus de temps pour essayer de dégager les corrélations. Mais voilà, sans conteste l'évolution du télétravail qui a changé énormément de choses sur le marché du travail. Donc il y a une vraie aspiration des individus finalement à ce télétravail. Donc on le voit sur la question de l'emploi, enfin sur la question des salaires aussi. Visiblement, ça peut être une compensation pour éviter des salaires plus élevés. Quelle est la conséquence est-ce que j'avais plutôt pardonnez-moi, j'avais une question pour vous, Madame Lecause. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour l'entreprise en fait? Pardon, bonjour à toutes et à tous. Enchantée d'être avec vous ce matin sur ce sujet.
Je pense que, alors avant, il y a eu le sujet sur les politiques publiques, comment on peut encourager, là aussi, pour reprendre peut-être longueur d'avance sur les sujets d'innovation, technologie. Moi, ce que je constate, c'est que c'est d'abord une question aussi d'hommes et de femmes, c'est-à-dire que aujourd'hui, je sens bien que parfois l'élan de nos organisations est freiné tout simplement parce qu'on n'a pas les people. Et je pense que là, effectivement, on parle nous aussi au sein du groupe Mazars entre nos bureaux en France et en Allemagne notamment, mais pas que. Effectivement, aujourd'hui, une vraie limite parfois dans nos ambitions de développement, faute de ressources. On en a, mais on aimerait toujours pouvoir en recruter plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu clé, c'est d'attirer les bonnes compétences dans ces organisations. J'insiste bien sur compétences, parce qu'après, je pense qu'avec Vincent, on aura l'occasion d'échanger sur la manière justement de trouver ces compétences et de penser la collaboration. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu crucial pour les entreprises, c'est d'avoir à bord toutes les bonnes compétences pour conduire leur mission et pouvoir développer nos organisations. Ça a toujours été compliqué de recruter, mais là, effectivement, à la sortie de crise, il y a en tout cas des industries, des segments sur lesquels on est en plein emploi et en fait, ça devient compliqué. On n'a pas assez de compétences. Alors déjà, il y a le sujet de y a-t-il suffisamment de collaborateurs, de jeunes formés sur ces segments-là ou ces domaines en France, mais aussi à l'international. Il y a aussi l'enjeu de la mondialisation du marché du travail aujourd'hui. On n'est plus du tout en concurrence uniquement au sein de son industrie, ni au sein de son pays, mais effectivement maintenant, comment on va pouvoir s'organiser, et les pays ont peut-être effectivement des alliances aussi à faire pour voir en tout cas attirer dans certaines zones géographiques du monde, mais il y a ce sujet de où vont nos talents aussi et nos étudiants qui sont formés en France et notamment nos ingénieurs. Et puis, je pense que aussi, il y a, et la Covid n'a été qu'un accélérateur, il y avait des sujets bien plus sous-jacents avant, mais une vraie crise sur le rapport même au travail, la manière dont on organise le travail, qui, si on prend un peu de recul, moi je trouve qu'il n'a pas forcément évolué avec cette révolution numérique. On est encore beaucoup sur des modèles post-révolution industrielle. Et en fait, c'est aussi l'enjeu aujourd'hui. La crise, elle vient de là. C'est qu'en fait, les gens n'ont plus envie du même rapport au travail. Et là, il y a vraiment tout à réinventer. Je dirais, c'est même pas le sujet du télétravail en tant que tel. C'est le télétravail a mis en lumière un certain nombre d'autres axes à travailler. Je pense que le sujet d'abord, il est sur l'autonomie, l'émancipation des gens, la revalorisation des compétences, et les gens veulent remonétiser leurs compétences en fait, et ça questionne le rapport quelque part entre l'entreprise et les collaborateurs, les individus, sur la juste manière de travailler ensemble pour pouvoir nous développer. Alors ça fait la transition avec vous, Monsieur Huguet. Justement, il y a cette aspiration, on la voit vraiment dans le marché des indépendants qui explose. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, est-ce que ça concerne tous les métiers, et comment est-ce que vous êtes un bon point d'observation de cette évolution donc. Oui, bonjour à tous, ravi aussi d'être ici. Pour présenter, vous en avez parlé un tout petit peu, mais pour reparler un tout petit peu de Malte, on est effectivement une marketplace, place de marché. On est né en France, on est maintenant sur 6 pays en Europe, avec l'Allemagne qui est notre deuxième pays aujourd'hui, et on vient de racheter un acteur allemand à Berlin. Donc le couple franco-allemand est très important pour nous. On a en fait aujourd'hui à peu près 450 000 freelances en Europe, donc ce qui nous permet d'avoir énormément de data, de connaître très bien un peu les aspirations de ces gens-là. Et ce que nous, on a vu en fait depuis 10 ans, et ce qu'on a observé sur les différents marchés, avec l'Europe du Nord peut-être plus en avance que l'Europe du Sud, mais on est en train de rattraper, c'est le fait effectivement qu'il y a une espèce de révolution silencieuse où de plus en plus de gens choisissent de travailler en indépendant. Avant, on parle beaucoup dans la presse, il y a eu vraiment ces mots d'ubérisation, on s'est focusé un peu sur ces travailleurs de plateforme, peut-être parce qu'on les voit dans la rue, les Deliveroo, les Uber, etc. Mais il y a un mouvement encore plus important en nombre et en valeur, c'est effectivement ces travailleurs col blanc. Donc nous, on travaille avec des gens qui sont des consultants, ça va être des consultants, des développeurs, des designers, des gens qui étaient consultants en stratégie avant et qui le font en indépendant. On a vu ce mouvement s'accélérer. Alors, il est né, par exemple, en France,
autour de 2008-2009 avec la création du statut auto-entrepreneur. Mais on voit depuis, par rapport à ce que disait Mathilde, on voit une accélération depuis 2 ans avec le Covid. Alors l'année 2020 était une année un peu de transition, mais l'année 2021, on a vu un doublement du nombre de nouveaux freelances qui s'inscrivent sur notre plateforme. Pourquoi ? Je pense que c'est lié effectivement à ce sujet. Alors, freelancing n'est pas forcément directement égal à travail en remote, mais égal à autonomie. Et donc, beaucoup de gens ont goûté à l'autonomie et se sont dit, voilà, est-ce que je veux revenir demain dans mon mode classique de travail, dans cette entreprise ? On parle de grande démission. Je ne sais pas si la grande démission, elle existe en Europe entre les personnes qui vont aller d'une entreprise à une autre, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens sont allés de l'emploi traditionnel au monde du travail, au monde de l'indépendance, au monde du freelancing. Et c'est encore en train de s'accélérer, c'est assez impressionnant. Alors, quels sont les défis pour l'entreprise ? Est-ce que c'est aussi, quels sont les défis, quelles sont les difficultés, mais aussi, est-ce que c'est une opportunité ? Parce que vous parliez de recherche de talents, c'est peut-être aussi une façon d'ouvrir, avec les nouvelles technologies, d'ouvrir l'accès à de nouveaux bassins d'emploi ou de nouveaux talents. Oui, alors complètement. Alors peut-être juste pour avoir un ordre d'idée. Donc si je prends juste par exemple la France que je connais mieux, Mazars en France, donc on a 4000 salariés, on recrute 1400 personnes par an et on a à peu près 25% de taux de turnover, qui est quelque chose d'assez normatif dans notre industrie puisqu'on est dans des organisations pyramidales. Pour autant, quand on est vraiment en développement, et c'est ce que Mazars a la chance de connaître sur un certain nombre d'autres métiers, là, on aimerait pouvoir le contenir un petit peu parce que du coup, ça veut dire plus de recrutement en fait à faire. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une vraie difficulté à attirer, à donner la confiance dans les organisations. Je voudrais juste revenir sur nous, Mazars, ce qu'on avait constaté, c'est que avant la crise, en 2019, comme on recrute majoritairement des jeunes diplômés, donc la fameuse génération Y, puis Z, on fait beaucoup d'enquêtes prospectives pour connaître notre cible et se dire, en fait, dans les années à venir, qu'est-ce qui va être un levier d'attractivité pour les jeunes ? En 2019, quand on interrogeait donc un échantillon représentatif de la population française, j'insiste bien là-dessus, donc diplômés, moins diplômés, en Île-de-France, en dehors de l'Île-de-France, etc. Donc de 2000 personnes sur les 15-24 ans, 25% des répondants disaient, idéalement, j'aimerais être mon propre patron, avant même la crise. Et derrière, il y avait loin derrière rejoindre une organisation. Et alors, mais plus on se projetait dans un groupe du CAC 40, moins on avait envie d'y aller. Et en fait, ça illustrait bien, être son propre patron, c'est pas forcément être chef d'entreprise. C'est pouvoir d'abord s'alimenter soi-même en travail. Et derrière ça, il y avait clairement affiché la quête de flexibilité, d'autonomie, de liberté, de dire je vais pouvoir m'organiser comme je veux, travailler pour qui je veux, prendre les missions qui ont du sens pour moi et aussi modéliser ma vie parce qu'aujourd'hui, cet équilibre de vie, il est bien attendu. C'est pas tant mes horaires bien précises, c'est juste que à la fin de l'année ou en tout cas dans mon engagement sur les différents plans, est-ce que j'ai un bon équilibre, est-ce que je m'y retrouve entre ce que je vais donner pour le travail, ce que je vais donner pour ma famille, peut-être mes amis, mon établissement. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'était déjà bien là avant, je rejoins Vincent. Nous, ça fait déjà à cette même époque, les jeunes nous ont dit, mais en plus, avant d'être en indépendant, j'aimerais avoir plusieurs jobs en même temps. Parce que ce qui m'embête dans le salariat, c'est l'exclusivité. En fait, j'ai pas envie, et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai, après tout, on recherche les compétences des gens. Pourquoi on exigerait une exclusivité ? Qui est maître de ces compétences ? C'est comme les individus qui ont le droit de pouvoir les offrir. Alors, et c'est vrai que pendant très longtemps, notamment aussi en France, on était très protecteurs de ça. Ouh là là, on n'allait pas partager ses talents et ses compétences. Sauf que moi, j'ai constaté des gens qui venaient me dénoncer, parce qu'historiquement, comme bon cabinet, petite et de conseil, on avait des clauses interdisant la double activité. On venait d'abord, dans un premier temps, nous la dénoncer. Et puis, il y a plusieurs années, avant 2019, 2018, ça commençait, les étudiants ne voulaient plus signer nos contrats si on n'enlevait pas les clauses. Donc on a fait sauter les clauses, on a même introduit officiellement depuis 2019 des clauses autorisant le cumul d'emplois. Ça, c'est un premier enjeu pour continuer à attirer et retenir. Et je sais que ça marche, je ne dis pas que ça doit être le fait de tous,
Mais il y a beaucoup de gens qui ont envie, en plus de leur travail, d'avoir effectivement une activité. Et statistiquement, le plus grand nombre des fois, c'est en tant qu'auto-entrepreneur. Ce sont des activités qui ne sont jamais concurrentes à l'entreprise, mais plutôt comme facteur d'épanouissement. Et nous, de façon très pragmatique, comme des viviers de compétences complémentaires, il ne faut pas se leurrer pour l'organisation. Et je sais qu'on a gardé des gens parce comme ça, en disant, en fait, c'est la confiance. Si on ne me l'avait pas autorisé, j'aurais dû choisir. Et c'est peut-être pas vous que j'aurais choisi. Mais comme vous ne me mettez pas devant ce choix cornélien, eh bien, je reste. Et maintenant, effectivement, je voudrais vous relater une conversation que j'ai eue avec une consultante encore la semaine dernière de talent, qui est là depuis un certain nombre d'années, qui était intégrée dans nos programmes AIPO, qu'on suit depuis longtemps, qui vient me voir en me disant, Mathilde, en fait, j'adore Mazars, je suis très engagée, c'est peut-être mon problème, justement, c'est que ça me questionne l'appartenance à un collectif. J'adore le collectif Mazars, mais quand on est dans une organisation, qu'on le veuille ou non, je subis, mais je mets des guillemets, positivement, l'organisation collective. Dans le sens, ça va être difficile pour moi de me mettre en retrait. Je sens que je perds, moi, mon contrôle sur mon temps et ma contribution versus les autres. Et je le dis d'autant plus que j'ai pas envie d'avoir mon propre rythme. Ça me crée de la culpabilité parce que j'ai l'impression de me désolidariser du groupe. Et quelque part, elle me dit, j'aimerais continuer à travailler chez Mazars, mais sous un autre mode de collaboration, qui est en tant que freelance, avec un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est la meilleure manière pour moi de revoir ma contribution de façon déculpabilisée et de reprendre un peu le pouvoir sur mon temps et ma vie, quelque part, mais de façon très respectueuse par rapport au collectif. C'est-à-dire que, quelque part en termes d'affect, elle n'est pas désengagée. C'est juste que les règles du collectif, et c'est vrai, un collectif a ses propres règles de fonctionnement. Aujourd'hui, quelle est la part de liberté? Comment on fait converger quelque part les envies individuelles avec aussi, et moi je ne crois pas que l'entreprise c'est non plus le lieu où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, etc. Sinon, le collectif ne marche pas. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il est important pour continuer à garder nos talents, et pour pouvoir en attirer, et notre mission, elle n'est pas avoir le maximum de salariés. Ma mission, je pense, en tant que DRH, ne pas faire en sorte que le nombre de salariés grossisse chez Mazars. Par contre, d'avoir toutes les compétences à bord pour pouvoir adresser les besoins de nos clients, ça, c'est ma mission. Et si aujourd'hui, on a envie de travailler à nos côtés, mais sous des modes autres de collaboration, on doit le saisir effectivement comme opportunité. Sinon, j'ai peur, en fait, qu'on perde des opportunités de talent et de compétences et qu'on perde, là, pour le coup, la course vis-à-vis de nos compétiteurs. Est-ce qu'il y a un enjeu générationnel, en fait? Est-ce que ça concerne qu'une partie de la population, grosso modo les plus jeunes? Et est-ce qu'il y a à gérer différentes attentes, en fait? Et finalement, que devient le rôle du manager avec une espèce, l'entreprise telle que vous la décrivez, c'est finalement une espèce de méga plateforme d'indépendants presque. Peut-être Vincent aura des meilleures données, je pense, sur les profils. Et puis on sort d'ailleurs très prochainement un rapport de prospective conjointement justement sur comment faire de ce sujet-là une opportunité pour les organisations et les DRH. Moi, ce que je constate chez Mazars, on dit souvent les jeunes, pas que. Moi, je suis salariée et auto-entrepreneur. Les gens le savent dans mon organisation. J'ai bientôt 42 ans, donc je ne pense pas que ce soit que le sujet des jeunes. Je pense que c'est un sujet d'aujourd'hui où, avec LinkedIn, avec le développement des marques individuelles, en fait, chaque individu prend conscience que faut-il être porté par une entreprise nécessairement pour avoir du travail. Et je pense que cette recherche de se nourrir soi-même, il y a un peu cette notion-là dans l'auto-entrepreneuriat de dire, en fait, le fruit de mon travail, il est à moi. Et en fait, c'est parce que parfois, dans le collectif, on se noie dans quelle est la contribution, quelle est vraiment la valeur produite par moi et quelle est mon utilité. Et là, effectivement, je pense que, en tous les cas, derrière aussi ce mouvement, moi, je le constate. Il y a peut-être une fuite des entreprises pour des choses qui n'allaient pas. Et qu'il faut aussi entendre ce message il y a des fonctionnements dans nos organisations qui ne donnent peut-être pas envie de rester, qui n'encouragent pas la confiance, l'émancipation, la flexibilité, la liberté d'entreprendre. Quand on parlait de libérer l'entreprise, il y avait aussi tous ces sujets-là sous-jacents. Donc, en fait, si on ne bouge pas, effectivement, on ne va pas encourager certains à rester. Encore une fois, je ne dis pas
chaque modèle parle je pense, des profils types. Tout le monde n'a pas vocation à être indépendant. Il y a des gens qui ne veulent pas être salariés. Je pense il faut pouvoir adapter aujourd'hui ces modes de collaboration en fonction des profils. Mais il nous faudrait un bon équilibre, en fait, de tout cela, je pense, en tous les cas, dans les années à venir. Et ça va questionner, je finirai juste là-dessus, sur le management, effectivement, on le voit bien. Un switch, c'est un autre sujet de transformation, c'est la culture managériale. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont en indépendant ont fui des managers parfois toxiques, non dans l'accompagnement, enfin, on me l'a dit aussi. Et quand j'entends, mais Mathilde, comment je vais motiver un indépendant ? Sous-entendu, quel pouvoir j'ai sur lui. Je dis, si vous voyez le salariat comme un lien de subordination et un lien de pouvoir et d'autorité, c'est donc qu'on s'est bien trompé. Et c'est ça que les gens fuient aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle vraiment des quêtes d'émancipation des individus. Alors, comment on gère un indépendant, Vincent Huguet ? Alors, comment on gère l'indépendant, mais comment on gère effectivement... comment on est manager aujourd'hui? Je pense que c'est pas simple. Je pense que ça a beaucoup évolué sur ces dernières années. Parce que cette recherche d'autonomie, donc pour reprendre quelques chiffres, nous on sonde notre communauté chaque année. 93% des gens qui sont aujourd'hui dans une communauté en tant que freelance l'ont fait par choix. Parce qu'on a encore des fois cette idée de les gens vont au freelancing, vont à l'indépendance parce qu'ils n'ont pas trouvé de job. C'est pas du tout ça. Hein. Nous, sur notre communauté, on a des gens qui ont fait l'X et qui sont data scientists, qui pourraient trouver un job demain, qui sont appelés tous les jours par des recruteurs, mais qui préfèrent, comme Mathilde le disait, être consultants. Alors, comment on les gère ? Je pense qu'on doit repenser effectivement le management. On parle d'entreprise hub et ces managers doivent s'adapter à cette situation où effectivement le paroxysme de la recherche d'autonomie, c'est l'indépendance. Mais en fait, cette recherche d'autonomie, elle existe aussi chez les salariés. Et c'est pas forcément que une indépendance de lieu de travail, par exemple, parce que des fois on va le résumer à ok, on a le droit à 2 jours de télétravail chez nous. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que le sentiment d'autonomie, d'ailleurs, c'est pas des choses concrètes, c'est un sentiment d'autonomie. L'exemple que tu décrivais, où c'est une personne qui va continuer de travailler pour Mazars, mais en indépendant. Nous, on l'a vu plein de fois. On a vu plein de gens qui sont chez nous depuis 1 an, 2 ans, et qui disent oui, mais ok, cette subordination théorique que j'ai dans mon contrat de travail, je préfère l'avoir en travaillant, je préfère être indépendant et j'ai un sentiment différent. Donc pour les managers, c'est une évolution qui est pas simple parce que si on prend par exemple le sujet du télétravail, à partir du moment où il y a autonomie, où il y a confiance, on doit laisser les gens s'organiser. Nous, on est né en tant qu'entreprise, comme on dirait aujourd'hui, remote first. Mon associé était à Lyon, moi j'étais à Paris. Donc on s'est organisé comme ça. Mais on sait aussi, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille comme ça, l'importance de la rencontre, l'importance d'avoir des bureaux inspirants, l'importance de se voir. Et je pense que d'ailleurs, certaines entreprises qui ont découvert le télétravail il y a 2 ans au début du Covid, aujourd'hui se rendent compte, mince, on est peut-être allé trop loin, en disant carrément pour certaines dans la Silicon Valley, on n'a plus de bureau. Pour d'autres, non, mais c'est bon, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Tiens, partez à Bordeaux, partez à Toulouse, etc. Et on voit aujourd'hui la complexité. Donc le manager, c'est compliqué. Certains me disent d'ailleurs, j'ai l'impression d'être un event manager. C'est-à-dire que mon rôle aujourd'hui, comme les gens peuvent être un peu n'importe où, c'est d'organiser des sortes d'événements, des workshops, etc. où je fais en sorte que les gens ont envie de venir au travail, ont envie de venir dans le collectif. Donc trouver ce modèle hybride, les organisations, les DRH, les dirigeants doivent aider les managers à pouvoir trouver la façon de faire. D'un côté, moi, je crois que c'est donner énormément de confiance. Je ne crois pas aux règles. Je ne crois pas dans ce nouveau monde du travail, justement, je ne crois pas à le télétravail, c'est le mercredi et le jeudi. Je crois qu'il faut faire confiance, l'adapter à la seniorité de la personne, la seniorité de la team. Je vous donne un exemple. Notre équipe à Munich, qui est une équipe nouvelle, elle a besoin de se voir énormément au bureau pour créer ce collectif. Une équipe plus senior, une équipe de développeurs qui a un certain type de métier, une seniorité dans leur métier, une seniorité dans l'entreprise, va travailler différemment et va se voir peut-être une fois tous les 15 jours. Donc ce genre de choses, on doit, il n'y a pas un one size fits all, il n'y a pas quelque chose d'unique pour toutes les équipes. On doit faire confiance aux managers et l'entreprise doit organiser les choses pour que les managers puissent structurer ça. C'est toute la difficulté. Vous décrivez vraiment des mécanismes très sensibles. Monsieur Jude, est-ce que vous voyez, on voit notamment si ces mécanismes sont mal réglés, il y a cette question du quiet quitting. Est-ce que c'est quelque chose que vous identifiez avec votre moteur de recherche ?
Alors, je rebondis d'abord sur, parce que là on est parti sur les indépendants et j'ai l'impression que on peint petit à petit le profil quand même du col blanc, assez qualifié, déjà autonome, qui a un réseau. Il faut garder quand même à l'esprit que l'écrasante majorité du marché du travail français, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens pour qui le lien social passe beaucoup par le travail. Quand on regarde même les indépendants, il y a beaucoup d'indépendants qui n'ont qu'un seul client. Donc quand vous n'avez qu'un seul client, la différence finalement entre un lien de subordination et le fait d'avoir 100% de vos revenus qui vient d'un seul client, elle est finalement assez négligeable. Et donc si je reviens donc sur, parce que nous on est vraiment, si vous voulez, on agrège toutes les offres, donc on a vraiment tous les métiers. On voit en particulier les métiers dans lesquels il est très très compliqué de recruter en ce moment, c'est des métiers dans la logistique, des métiers dans les services à la personne, des métiers dans le nettoyage. On fait des études aussi, donc on constate que les chercheurs d'emploi ont plein de barrières, si vous voulez, pour déjà accéder au marché du travail. Je rebondis aussi sur la question de la confiance, la question du respect aussi, parce que finalement, c'est peut-être ça la question. Quand on regarde les indicateurs de la qualité de management de l'OCDE, on constate que la France n'est pas aussi bien classée que les autres grands pays européens. Et la plupart du temps, c'est quand on regarde donc les transcriptions des enquêtes, c'est le fait que le manager n'accorde peut-être pas assez de temps aux problèmes personnels, qui n'écoute pas finalement les salariés, qu'il y a aussi peut-être une gestion un peu pyramidale, un peu autoritaire. Et ça, je pense que c'est une image qu'on devrait essayer d'atténuer un peu, en tout cas en France, et qui constitue en fait un énorme obstacle pour l'insertion de beaucoup de gens sur le marché du travail. Et pas encore une fois des gens qui veulent changer de situation pour avoir une situation encore meilleure, mais des gens qui encore une fois sont éloignés du marché du travail et qui hésitent entre rester chez eux, toucher le RSA, ou alors essayer de tenter leur chance dans un restaurant, faire la plonge pendant 1 an, 2 ans, en se disant je vais démontrer ma motivation et peut-être qu'après, je vais pouvoir changer de travail. Ces mécanismes-là, en France, ils sont assez cassés, si vous voulez. La mobilité intersectorielle reste assez compliquée. On a tendance à mettre énormément d'étiquettes sur les gens. Et je pense que c'est dommage. Vous vouliez réagir, Mathilde Lecomte? Oui, effectivement, et ça c'est un sujet en tout cas qu'on a essayé de travailler et qu'on travaille, on va dire, de façon très active chez Mazars. Je rejoins, c'est que je pense que, encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour être auto-entrepreneur indépendant et que il y a ceux qui ont envie de nouveaux modes de collaboration, mais il y a ceux qui fuient et ceux qui n'ont pas envie d'aller dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise traditionnelle, et là, il faut voir entre ce qui est vrai et la manière aussi dont on communique dans notre société, que ce soit à travers les médias, à travers l'éducation, à travers la sphère familiale. Il y a une façon de construire aujourd'hui aussi le rapport au travail. Je caricature, il faut que ce soit un peu plaisir. Mais il y a un moment, tout le monde ne peut pas faire que des jobs plaisir. Faut pas que ce soit difficile. C'est-à-dire que moi, je sens qu'il y a un sujet sur l'effort. Oui, mais il y a un moment, on n'a rien sans rien aussi. Parfois, il faut un petit peu le rappeler. Puis alors, je me rends compte que on se dit, les startups, c'est forcément, je vais faire une levée, je caricature, mais il y a eu beaucoup cette image, je vais faire de levée, je vais devenir riche, je vais arrêter de travailler à 40 ans. Non, c'est pas ça du tout. Il y a que le tertiaire. Enfin, je crois qu'il y a des industries aujourd'hui qui sont complètement boudées par la jeune génération, alors qu'il y a plein de choses passionnantes, le métier du bâtiment, de l'artisanat, etc. Je parle même pas effectivement de l'hôtellerie, de la restauration. Et voilà, donc il y a aussi une image collective qui fait qu'il y a clairement des secteurs, et c'est un vrai sujet, que va-t-on devenir si demain,
on peut plus, il y a des industries qui sont en train de s'écrouler parce qu'il y a vraiment plus personne qui veut y travailler. Ça questionne aussi parfois la transformation de ces industries, parce que je pense que même quand on est moins diplômé, on peut questionner sur, mais encore en 2022, on fait encore ces travaux-là de cette manière-là. Donc je pense qu'il y a quand même un regard parfois un petit peu critique de, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on aurait dû déjà transformer? C'est ça aussi l'évolution. Il y a peut-être des métiers qui étaient moins plaisants, et est-ce qu'on ne peut pas en inventer d'autres plus plaisants et faire en sorte qu'effectivement ce soit automatisé, des robots, etc. Et après, il y a le sujet du management. Quand je disais, parfois on est encore un peu sur des organisations post-réveil industriel, c'est-à-dire que moi je constate que le management, et je rejoins, je pense qu'on a un sujet culturel en France, peut-être pas qu'en France, mais le management, j'appelle ça jusqu'à maintenant encore beaucoup un attribut statutaire de réussite. C'est-à-dire que quand on évolue verticalement dans nos organisations, alors la voiture de fonction, le bureau, l'assistante et l'équipe. Combien de fois j'ai pu assister à des comparaisons de taille d'équipe, parce que plus on manage des gens, plus dans nos inconscients, on est élevé dans l'organisation. On a de l'importance. Et puis je constate que pendant très longtemps, les managers n'avaient pas tant de management. C'est-à-dire qu'opérationnellement, ils avaient aussi des choses à produire, mais c'est là où je disais, il y avait un peu les barrettes, c'était un peu l'attribut statutaire, mais on te donne l'équipe. D'ailleurs, ils produisent pour toi. Il y avait ce sujet-là. Enfin, en tous les cas, pendant très longtemps, le management, c'était aussi délégation, contrôle. Donc, il y avait ce côté, je remonte, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est dans un chamboulement. On va parler, enfin, voilà, on est dans le manager qui anime une équipe, voilà, le coach d'équipe, celui qui développe, celui qui est surtout manager ressources, donc au service des autres, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, ça ne peut pas se faire sans temps. Je pense qu'il y a aussi l'émergence du métier de manager. C'est un vrai métier. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça nécessite des vraies compétences et c'est une mission bien définie. Et je constate, enfin en tous les cas, je ne suis pas l'experte, mais j'ai l'impression que dans les organisations plus tech, en tout cas quand on voyait aussi ce qui se passait dans les GAFA, etc., ou Silicon Valley, c'est que moi, pour connaître des gens très bien dans ces environnements-là, ils me disent, en fait, ils sont très, très décomplexés, le management, c'est pas trop mon truc. Et comme CTO, quand même, ça reste, surtout dans une boîte technologique, les équipes, c'est les compétences, je dis pas les seules, mais des compétences clés. Quelque part, on dit, tu veux pas faire management? Ok, on va embaucher des gens qui vont le faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur ces deux organisations, on a commencé à faire évoluer en parallèle des carrières de managers, des carrières d'experts, en fait. Alors que nous, jusqu'à maintenant, on voulait tout mettre en même temps. Et on va se dire, c'était plutôt l'expertise qui prédominait. Et le management, c'était bien si tu étais bon manager en plus, mais est-ce que c'en était vraiment le profil clé? Et là, ça, c'est en train de changer, parce qu'il y a une prise de conscience que, en fait, un manager, ça peut faire fuir les gens d'une organisation, qu'on peut au contraire rester pour un manager. Moi, je constate que dans les causes de départ les plus souvent, en tous les cas, c'est rare que... Il y a souvent un sujet de management. Je ne dis pas que ça m'a fait fuir, mais ça ne m'a pas fait rester. Quand on est hyper fier de travailler pour quelqu'un, quand on est très engagé, quand il y a même un peu... c'est même très difficile pour les managers, parce qu'il y a même une transposition un peu parfois de voilà, je veux le suivre. Là, je constate que ça crée énormément d'engagement et de fidélité. Donc, on a un vrai sujet à travailler là-dessus. Oui, pour rebondir là-dessus, je suis complètement d'accord. Et nous, on a pas mal observé, tu parlais des GAFAM, on fait un voyage d'études assez régulier avec mon associé dans la Silicon Valley. Et ces entreprises tech, souvent, elles ont un peu d'avance, en particulier effectivement les équipes tech, ont un peu d'avance sur les sujets organisation du travail. Et se sont vraiment organisées avec deux tracks, un track qui s'appelle management et un track qui s'appelle individual contributor. Vous pouvez être chez Google au niveau, je crois que le niveau le plus haut, il y a des niveaux comme ça, c'est le niveau 11, et manager 0 personne. Mais vous êtes le meilleur développeur au monde. Et on a besoin de gens, et malheureusement, effectivement, en particulier en France, on a un peu survalorisé ce track management, où si vous êtes bon, vous devez être manager. Mais c'est deux métiers différents, en fait. Le meilleur manager ne sera pas forcément le meilleur individuel contributeur. Donc ça, c'est quelque chose auquel je pense doivent réfléchir les organisations. Chez nous, on est en train, où on l'a structuré, alors assez bien dans l'équipe produit tech, dans d'autres équipes aussi, mais ne pas survaloriser ce métier de management qui est souvent, d'ailleurs, on dit, notre équipe RH dit aux gens qui veulent devenir manager, est-ce que tu es conscient de ce que ça va représenter, parce que c'est pas tu vas faire le même job qu'avant à un autre niveau, non, tu vas aussi gérer des équipes et c'est compliqué. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, et c'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens, en particulier ça a commencé avant au départ par les développeurs,
beaucoup de gens sont allés vers le freelancing. Parce que justement, la façon d'évoluer dans la plupart des boîtes IT en France, traditionnellement, était je suis chef de projet. Moi, je veux pas être chef de projet, je veux coder, je veux continuer à faire les choses. Et donc, au-delà on parlait d'autonomie, je pense que lié à l'autonomie, il y a cette recherche de sens dans son travail. On a beaucoup parlé des bullshit jobs. Les gens ne veulent pas être dans un bullshit job où ils font des réunions, ils font de la coordination, ils font de la chefferie de projet. Ils veulent faire. Et une façon de faire, c'est soit d'aller dans le freelancing, soit que les organisations repensent la façon de valoriser effectivement les individuels contributeurs, les experts. Oui, en fait, la technologie est arrivée sur des organisations déjà existantes et il y a tout un enjeu de réinvention. Est-ce que vous pouvez le mesurer, ça, dans votre moteur de recherche? Enfin, il y a ces évolutions et ce décalage entre des organisations existantes et ces nouvelles formes ces nouvelles aspirations et ces nouvelles formes de travail? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est on est au stade du recrutement. Hein. Donc, on n'est pas au stade du management. On ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans les entreprises. On voit ce que les chercheurs d'emploi tapent. On sait que, par exemple, les recherches qui s'articulent autour des mots-clés télétravail ont explosé. On ne voit pas tellement, si vous voulez, les différences. On ne voit pas tellement sur le moteur de recherche les sujets internes aux organisations. En revanche, au stade du recrutement, on peut déjà dire beaucoup de choses. Et par rapport à ce que monsieur Huguet disait sur le fait qu'il ne fallait pas faire du management, il ne fallait pas trop en faire sur le management, c'est aussi peut-être un reflet de la désaffection des métiers techniques que nous, on observe aussi sur le site, à la fois du côté des chercheurs d'emploi, qui est déjà assez inquiétant, mais aussi du côté des volumes d'offres, parce qu'on a de moins en moins d'offres dans les métiers de la data. Alors en termes de poids dans le total, c'est pas forcément en termes de volume absolu, mais c'est en termes de poids dans le total. On a tout ce qui est informatique, data, des métiers très qualifiés de l'industrie qui pèsent chaque mois de moins en moins dans le total des offres. Donc finalement, quand on regarde l'évolution de l'offre sur le marché du travail français et qu'on le compare surtout aux autres pays, quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde les États-Unis, la part des métiers de la tech, de l'ingénierie, des métiers très qualifiés se maintient. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Et moi, je suis aussi assez d'accord avec ce qui s'était dit sur la précédente table ronde, qui est qu'il faut absolument revaloriser les savoir-faire techniques, que ce soit des savoir-faire de haut niveau ou des savoir-faire peut-être plus opérationnels, parce que ce soit dans l'industrie ou dans l'informatique, finalement, c'est de là que vient la valeur. Il y a des innovations organisationnelles, on peut être effectivement très très bon en management, mais à un moment donné, en économie, la productivité globale des facteurs, elle est générée par le progrès technique, par les gens qui vont pouvoir développer des innovations technologiques, qui vont pouvoir faire des applications en recherche fondamentale. Donc voilà, pour reboucler sur ce qu'on disait sur le management, il faut vraiment faire très très attention parce que les élites françaises ont aussi une culture très très généraliste. Et elle arrive aussi en Allemagne, hein. C'est aussi un sujet, l'apprentissage a de plus en plus de mal aussi, oui, en Allemagne. Je ne sais pas si ça se voit dans vos... Alors, mais nos amis allemands ont quand même, on va dire, une structure d'entreprise beaucoup plus, déjà la part de l'industrie dans l'économie allemande est beaucoup plus importante qu'en France. Il y a effectivement cette culture de l'apprentissage. Vous pouvez en Allemagne vous spécialiser finalement assez tôt sur des savoir-faire techniques à forte valeur ajoutée sans que ça pose problème pour la suite de votre carrière si vous voulez ensuite reprendre vos études ou évoluer dans une entreprise. En France, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si vous faites un bac technique, une filière technologique, vous pouvez être étiqueté. Ça peut être plus compliqué derrière de reprendre des études. Et ça, encore une fois, en termes de fluidité, c'est un problème sur le marché du travail.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. On arrive à la fin de notre panel. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Et puis, on a pas mal d'enjeux, d'adaptation et d'apprentissage encore. La courbe d'expérience, on espère qu'elle va s'accélérer. Merci à vous. Merci beaucoup.